temps de regarder, les téléspectateurs se rendront compte que nous les inviterons à davantage regarder là-bas. En Ukraine, lorsqu'il s'agissait d'attaquer la ville russe, les villages de Belgorod, qu'est-ce que les Ukrainiens ont pratiqué? Le survol à basse altitude. Et le survol à basse altitude, ce qu'on a appris des experts militaires, par exemple le colonel à la retraite des États-Unis, Douglas, de l'US Army, Douglas, de l'US Navy, Douglas McGregor, il nous apprend que le survol à basse altitude permet d'éviter la couverture radar. Et le survol à basse altitude, mon frère Guénet, ne peut pas être pratiqué par tout type de militaire. Il faut une expertise qualifiée. Il faut l'expertise pour mener ce genre de mission. Et sur combien de kilomètres? Si vous partez du Cameroun, vous avez pratiquement 1000 kilomètres à vous taper, donc c'est un peu difficile. Et puis le Cameroun n'autorise pas le survol de son espace à des aéronefs non identifiés. Oui. Si vous prenez l'Ouganda ou le Soudan, eux, ils ont interdit leur survol. Si vous prenez le Congo, il faut encore traverser Bangui pour se retrouver à Bossangoa, c'est de l'autre côté à l'est. Au nord-ouest, il vous reste un seul pays qui est au nord-ouest et qui partage la frontière nord du Centrafrique, c'est le Tchad. Et quand vous prenez la distance du Tchad, 250 km carrément jusqu'à Bossangoa, ça c'est les humanitaires qui nous donnent ces distances, comprenez que ça devient un peu plus réaliste. Eh bien, les autorités centrafricaines dans leur enquête découvrent que l'avion a décollé depuis le Tchad. Le dit avion. Le Tchad voisin. Le Tchad. Et il est venu jusqu'à la base de Bossangoa, traversant Bozoum, et il a largué des bombes M900K de fabrication états-unienne ou belge, donc appartenant à un pays de l'OTAN. Et quand vous regardez l'expertise qui est nécessaire pour réaliser la chose, vous comprenez qu'il faut un militaire spécialisé, chose qu'on ne trouve ni dans les fameux rebelles de la CPC, avec les 3 R qui sont la composante qui revendique une certaine endogénéité au sein de Bossangoa. Ils ne peuvent pas avoir cette expertise. Les rebelles ne savent pas piloter ce genre d'engin, surtout avec cette même capacité. Il vous reste donc une chose. En Ukraine, qui a formé les Ukrainiens au survol à basse altitude? Les instructeurs de l'OTAN. Or, quel est le pays de l'OTAN qui a le plus d'intérêt entre le Centrafrique et le Tchad? Il faut se poser des questions basiques. C'est la France. Des premiers indices se dégagent. Ouais. Deuxième élément, il faut se souvenir qu'en fin septembre, un certain terroriste, mercenaire d'État, Kinyolo, qui a été arrêté au mois de février au Centrafrique, disant vouloir créer une société de sécurité, mais étant en détention d'armes qui ne correspondent pas au métier de la dite entreprise, c'est-à-dire des armes de guerre, était soupçonné de vouloir commettre un coup d'État. Et le dit Kinyolo, quand on a retracé son parcours, on retrouve que M. Kinyolo a servi comme instructeur de l'armée de terre au Mali, au Burkina Faso. Et quand vous regardez que pendant la période où il a été arrêté au Centrafrique, on a utilisé la même semaine des drones de type Mavic. Les drones de type Mavic. Vous posez quand même un certain nombre de questions. Pourquoi ces drones ont été utilisés à l'est, encore au nord-est de la Centrafrique? Pourquoi et comment? En fait, les drones Mavic, quand vous faites une recherche, vous vous rendez compte que les drones Mavic sont les plus choyés de l'armée de terre française.
les 10 drones. Comment on a réussi une attaque aux drones avec des drones qui sont spécialement ce que choisit la France? Comment? Et Quignolo est un instructeur de l'armée de terre. Et Quignolo est arrêté la même semaine. Vous établissez donc des liens. Quignolo est un spécialiste qui maîtrise bien l'usage des drones de type Mavic. Et Quignolo qui a été arrêté dans le cadre d'une tentative de déstabilisation du Centrafrique n'est donc pas éloigné de l'usage de ces drones et connaît donc l'utilisation d'un certain nombre d'armes. Et quand vous voyez que Quignolo, qui a été mis en liberté conditionnelle en septembre, s'est évadé, vaporisé dans la nature, non, il a disparu. Quand vous regardez tout ça, vous posez des questions. Comment Quignolo réussit à disparaître et quelques mois après, on a une attaque à Bossangoa. Les faits sont donc liés. La jeune Française essaye de revenir, ou bien, ne disons pas essaye, est en train de revenir dans le jeu de la déstabilisation avec de nouvelles armes. Et lorsqu'on se souvient qu'il y a quelques mois, au mois d'octobre dernier, la jeune Française a versé de l'argent, les services spéciaux français, ce soir nous étions ici, les services spéciaux français ont donné de l'argent à M. Bozizé pour constituer une rébellion qui devra mener des actions de subversion et de déstabilisation au Mali. Vous commencez à comprendre le lien qui est entre les faits. Sauf que pour cette mission, on n'a pas utilisé les rebelles. On a utilisé des spécialistes comme Quignolo, qui sont en fait des militaires de l'armée française et qui ont mené l'opération contre la base militaire de Bossangoa. Cet acte est une provocation, une énième provocation de la jeune Française contre les autorités du Centrafrique. Merci à vous, Jonathan Batengue. Un acte qui est bien sûr une pure provocation selon votre premier jet de parole. Alors, il y a un survol de l'espace aérien du Centrafrique qui coïncide avec cette violation d'ailleurs de cet espace aérien, mais surtout à côté de cela il y a le largage de certaines bombes sur les bases militaires des FARC et des instructeurs russes. L'industrie cotonnière également dans le coin a été bombardée. Votre premier commentaire également sur ces faits qui se sont produits sous le Hamzat dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Écoutez, nous constatons que certains démons des ténèbres, n'est-ce pas, n'arrêtent pas d'en vouloir à la République de Centrafrique, vu que ce pays, à travers les 10 dernières années, n'est-ce pas, majestueuses, qui ont été au profit du président Alkaj Touadéra, dans le cadre évidemment du développement de sa nation, n'arrête pas et de manière téméraire de réveiller les vieux démons. Le dernier constat, au fait, nous le faisons, c'est par rapport à ce bombardement malheureux. Je le dis malheureux parce que je me suis posé beaucoup de questions depuis la nuit du 27 au 28, je pense, où ce bombardement a eu lieu et qui relève, ma foi, une mauvaise foi, n'est-ce pas, ayant entendu un ministre conseiller du président Touadéra émettre des propos sur un plateau d'une téléconseil à vous, je me suis indigné en sa présence de ces genres de propos que je trouvais tout à fait inappropriés. D'autre part, vous voyez, la réalité du terrain vous oblige à un certain nombre d'analyses. Et moi, j'aimerais être beaucoup plus pratique et technique dans mon analyse. Pourquoi viser encore une fois de plus la République de Centrafrique?
Je pense qu'à ce niveau-là, il y a plusieurs équations à évaluer. La première, elle est politique. N'oubliez pas que la République de Centrafrique est en ce moment dans le cadre, n'est-ce pas, de la rélecture, de la réécriture ou de la révision de sa constitution. Les termes diffèrent, hein. Il faut bien faire une différence entre ces trois termes. Et ceci, en grandeur, vous avez vu et constaté un débat parlementaire qui a d'ailleurs même poussé, n'est-ce pas, le premier responsable de la République à prendre des dispositions, n'est-ce pas, constitutionnelles par rapport à cette dame-là de la Cour constitutionnelle qui essayait de mélanger les torchons. Le deuxième, il est sur le plan économique. Il ne faut pas oublier que la République de Centrafrique a engrangé un certain nombre de réformes économiques à travers, n'est-ce pas, l'instauration d'ailleurs, pour se tirer un peu des soubresauts du franc CFA, a engagé, n'est-ce pas, des réformes qui l'ont conduit à la création de ce qu'on appelait la monnaie numérique, le Sango Coins. Cela ne plaît pas évidemment à ceux qui sont les instigateurs, n'est-ce pas, du franc CFA, qui pourrissent nos économies à travers cette monnaie, n'est-ce pas, maléfique et diabolique, et d'autre part, ne permettent, n'est-ce pas, à la République de Centrafrique d'être, n'est-ce pas, de ses cendres. Et enfin, le troisième point, la dynamique qui vise sur le plan sécuritaire, n'est-ce pas, à permettre à la République de Centrafrique de reconnaître d'une part l'intégrité territoriale et d'autre part d'avoir une armée réglementaire qui vous souvienne que à la demande du président Touadéra, la France devrait livrer de l'armement, n'est-ce pas, à la République de Centrafrique. Il s'est fait d'abord qu'il y avait toute une pléthore de pléthoriques administratives qui n'ont pas permis, n'est-ce pas, que cela se fasse dans les règles là. Cela les a conduits au niveau de l'ONU, où ce qu'il a été mentionné et, disons, réactivé cette interdiction d'approvisionnement en armement. Mais d'autre part, la France se proposait quand même de donner des armes, lesquelles armes étaient obsolètes, impraticables, usées et même inopérationnelles. Je pense que la décision, et c'est là, je vais chuter sur un quatrième point si vous me permettez, une décision qui est politique, qui est venue du président Touadéra de prendre le taureau par les cornes et de se rapprocher de la Fédération de Russie. Vous avez constaté aussi là qu'il y a eu un couac en temps au niveau de l'ONU, où c'est que même la Fédération de Russie a rejeté la levée de l'embargo sur les armes. Et cela était dû, de mon point de vue, à un manque de décision politique, parce que contrairement au Mali, qui sait là où cette république-là du Mali, qui sait là où elle va, comment elle y va, et avec quel partenaire, je pense que le comparatif fait, vous pouvez très rapidement vous rendre compte que du côté de la Centrafrique, de la République de Centrafrique, il y a un petit punch qui manque, n'est-ce pas? Est-ce au niveau du président Touadéra? Je ne pense pas que ce soit le cas, vu tout ce qu'il a pu réaliser jusqu'à là et que nous avons constaté. Je pense que c'est plutôt la classe politique, n'est-ce pas, son entourage, et certainement ceux qui ont en charge de la sécurité de l'État, qui, ma foi, ne l'aident pas véritablement dans l'exercice de leurs fonctions. Ils font le job, mais il manque une initiative qui vise à faire des propositions concrètes sur la base, n'est-ce pas, des données concrètes recueillies par le renseignement centrafricain et certainement par le renseignement des alliés, qui puissent permettre de déposer sur la table du président centrafricain, n'est-ce pas, des réformes pragmatiques visant
non seulement à l'approvisionnement du matériel. Quand je vous parle du matériel, je vous parle dans tous les corps de métier d'âme de l'armée, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, et évidemment l'armée de l'air. Et ensuite, pouvoir, n'est-ce pas, en capacité opérationnelle, tous les services de renseignement, n'est-ce pas, centrafricains et ceux qui sont en coopération avec, n'est-ce pas, la République de Centrafrique. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a un certain nombre de retards. Ma foi, sinon je ne puis penser qu'on ait volé en basse latitude ou en haute latitude. Et là, je vais enfin chuter sur ma première intervention, soulignant un certain nombre d'affirmations de mon co-débatteur, parlant du survol en basse altitude. Bon, ça c'est quelque chose qui peut se discuter militairement. Les experts, n'est-ce pas, en matière de vol en basse latitude nous font croire qu'on ne peut pas être détecté au radar. Je pense que de nos jours c'est archi faux. La formation des Ukrainiens, que dit mon co-débatteur, qui aurait été en basse latitude, qui aurait été donnée par des gens de l'OTAN, je pense que non. Je pense que l'Ukraine est une grande armée, contrairement à nos États, à nous autres. Mais face à la puissance russe, elle est minime. Face à nos États, à nous, c'est une grande armée qui regorge en son sein du matériel performant, d'ailleurs légué par les anciennes républiques de l'Union soviétique. N'oubliez pas que Kiev était l'une des capitales, l'une des grandes capitales, n'est-ce pas, parmi d'autres, Moscou et d'autres, Leningrad et autres, était l'une des grandes capitales qui abritait les meilleures casernes de fabrication, les meilleures usines, n'est-ce pas, de fabrication d'armement. Il faut aussi faire attention à ce que nous disons à nos téléspectateurs, à savoir que la France aurait versé, n'est-ce pas, de la liquidité à des groupes comme le CPC pour faire. Moi, je suis très prudent, n'est-ce pas, sur ce genre d'affirmation. C'est possible. Je ne demande pas mon co-débatteur, mais je demande à ce que nous fassions, n'est-ce pas, une lecture, n'est-ce pas, pragmatique. Ce qui est sûr, nous savons que l'aéronef, pour chuter, qui vient d'un pays voisin, et tout calcul géographique qu'il fait, écoutez, le Soudan est déjà en rupture de relations diplomatiques avec le Tchad, pardon, avec la République, oui, du Tchad, exactement. De l'autre côté, comment dire, le Cameroun, qui est très loin, à peu près environ à 1000, je ne sais pas combien de kilomètres, de là, un aéronef qui survole, d'abord, ne pourrait pas partir du Cameroun, parce que le Cameroun n'a jamais prêté flanc, n'est-ce pas, à la déstabilisation de la sous-région. Le Soudan n'étant pas en accord avec le Tchad, ben, écoutez, conclusion faite, posez-vous la question, ou posons-nous la question, d'où est parti cet aéronef. Pour toute conclusion faite, je pense que les autorités centrafricaines doivent revoir complètement le dispositif de sécurité. Attention, il y a une différence entre les forces de défense et les forces de sécurité. Tout ce qui est de la sécurité est souvent relié à la gendarmerie et à la police. Ils sont les corps de métier les mieux aguerris en matière de sécurité. Tout ce qui est de défense est relié à tous les corps de métier de l'armée, à savoir l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. Voilà le premier jet, en quelque sorte, des explications que je pourrais vous donner, tout en leur demandant de faire très attention. Hier, c'était Bossangoa. Demain, ça pourrait être la République, disons le palais de la République de Centrafrique, comme cela a été le cas dans la sous-région ouest-africaine ici, avec, n'est-ce pas, la République de Côte d'Ivoire. Il faudra faire attention, avoir les yeux et oreilles grands ouverts pour que désormais ces genres d'actes que je qualifie de terrorisme d'État ne se répètent plus.
On l'a si bien compris, vous remettez bien sûr en cause le dispositif sécuritaire bien en place. Est-ce qu'aujourd'hui, Jonathan Batengan, au regard de la situation et des faits, on parle quand même d'un aéronef qui a volé à basse altitude et qui a réussi à larguer des bombes. Est-ce qu'à votre niveau, vous pouvez dire qu'il y a eu un dysfonctionnement quelque part sur le plan sécuritaire? Non, il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Il y a eu des spécialistes qui ont mené cette opération et c'est certainement des spécialistes français, nous réitérons là-dessus. C'est des spécialistes de l'armée française qui certainement ont mené cette opération et qui l'ont dirigée pour déstabiliser davantage la RCA. Ça ne peut pas être l'armée tchadienne, ça ne peut pas être la rébellion centrafricaine parce qu'elles n'ont pas ces compétences. Loin de nous de dire que l'armée tchadienne serait une armée qui serait panafricaine, mais du moins elle n'a pas ces compétences. C'est l'armée française qui a ces compétences. Et l'homme Quignolo qui a été échappé, qui a réussi à se soustraire à la justice centrafricaine, Quignolo est effectivement parmi des gens qui maîtrisent ce genre d'armes, maîtrisent ce genre de technique. Donc, nous avons une attaque qui est menée par les forces françaises. Alors, la Libye, c'est lequel? Il se trouve que depuis un temps, depuis que les pays africains ont eu pour partenaire stratégique la Russie dans le cadre de la sécurisation de leur territoire, surtout ceux qui étaient dans une situation délétère, c'est-à-dire le Centrafrique, le Mali, puis aujourd'hui le Burkina Faso, qui souhaitent avoir un partenariat stratégique avec la Russie. Depuis qu'ils se sont mis cette idée, la France veut montrer que ce partenariat n'est pas fiable, que ces États n'ont pas réalisé ce pourquoi ils coopèrent avec la Russie, c'est-à-dire la sécurité et la sécurisation. C'est ça l'enjeu. Et d'autant plus que la jeune française utilise des relais dans les réseaux sociaux et des relais médiatiques pour davantage faire écho de ces coups de semonce. C'est ça l'enjeu. La Libye, c'est donc là. C'est de montrer que le Centrafrique n'est pas un pays sécurisé. Le deuxième élément de cette alibi, parce que c'est un argumentaire progressif, c'est de construire une rhétorique qui permettra à la rébellion d'avoir une certaine légitimité. C'est-à-dire quoi? En fait, en attaquant un camp militaire, on donne l'impression que le pouvoir est fébrile et donc la rébellion peut prendre à revers l'armée centrafricaine, l'armée républicaine. C'est ça l'enjeu. C'est de faire entrer les rebelles qui sont en fait des mercenaires qui ont été payés pour la mission sur le territoire centrafricain et les amener à des affrontements avec les forces armées centrafricaines. C'est ça l'enjeu de la jeune française dans ce jeu. Et tout ceci est piloté par la jeune française. C'est la jeune française qui est aux commandes. C'est elle qui est aux manettes et c'est elle qui est en train de mener les opérations. Les rebelles de la CPC sont l'autre versant dans l'argument progressif qu'elle veut développer. C'est pourquoi, oui, nous sommes d'accord avec notre frère Souleymane Hamzat, l'armée centrafricaine et le gouvernement de Centrafrique ne devraient pas lésiner sur la réponse. De toutes les façons, nous reviendrons tout à l'heure sur les différentes réponses. Elles ont été nombreuses. D'un côté, celle du gouvernement et de l'autre, celle de l'Assemblée nationale qui ont respectivement, bien sûr, rendu public. Mais là, nous parlons de la réponse militaire. Oui, effectivement. Parce que cet acte appelle une réponse militaire qui doit être forte, ferme et sévère. Il faut frapper du poing sur la table. Vous pensez que jusqu'ici, les communiqués qui ont été rendus publics ou du moins émis, le gouvernement du Centrafrique a été un tout petit peu plus courtois proportionnellement à l'acte qui a été posé? Les communiqués ne dissuadent pas une rébellion. Sinon, le président Gbagbo sera encore au pouvoir. Les communiqués ont un effet de rentrer dans la guerre médiatique. Ça a un effet médiatique. Et l'opinion qui le reçoit
se dit quelque part, il y a une communication de l'État et cette opinion est soit éclairée, soit renforcée dans une certaine position. Et dans le cas d'espèce, le communiqué joue simplement un rôle de vouloir rassurer. Il faut monter un cran au-dessus. L'acte qui a été posé est une attaque militaire sur des objectifs militaires. Il y a eu des dégâts matériels, pas de perte en vie, mais des dégâts matériels. Avec des moyens militaires. La réponse qui est appelée doit donc être également militaire. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'elle doit être proportionnée. Le gouvernement du Centrafrique a dit qu'il devrait avoir une enquête. Oui. Une enquête a déjà été ouverte pour établir les responsabilités suite à cet événement. Tout à fait. Mais la dite enquête, si elle aboutit aux conclusions que nous sommes en train, ou du moins aux hypothèses que nous sommes en train d'explorer, si elles aboutissent à la confirmation de ces hypothèses, par exemple, que c'est la jeune française, que fera l'armée centrafricaine? Elle courira le risque de tirer un coup de missile sur la base militaire française en N'Djamena? Que non. Il faut être réaliste. Les Centrafricains n'ont pas besoin d'attendre cela. La CPC et tous ces rebelles est actuellement en pleine organisation. Et les services de contre-espionnage centrafricains connaissent exactement où sont les zones d'organisation, que ce soit sur le territoire du Centrafrique ou au Tchad. C'est le moment de mener une frappe exemplaire, de mener une opération corrective, une opération de représailles, qui sera la réponse la plus cinglante. On risque de rompre toute relation diplomatique avec les pays voisins. C'est pas un problème. Ceux qui sont ciblés en particulier. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Si le Centrafrique devrait courir le risque de rompre les relations avec le Tchad, c'est pas un problème. C'est au Tchad de sécuriser son territoire et empêcher que ce territoire devienne une base arrière des groupes rebelles. Les autorités tchadiennes ont cette responsabilité imminente. Leur territoire ne peut pas être une base arrière d'une quelconque rébellion dans la sous-région Afrique centrale. Et aucun texte de la sous-région Afrique centrale ne leur garantit cela. Donc, c'est aux autorités centrafricaines d'apporter une réponse forte. Nous avons dit sévère et surtout imperturbable. Il faut frapper cette rébellion là où ça fait mal, dans ses arrière-bases. Les frappes ont été militaires, il faut que la réponse soit militaire. Et l'autre versant de la réponse sera également diplomatique et médiatique. C'est aujourd'hui la posture que les autorités centrafricaines devraient adopter. On ne peut pas rester dans cette situation. Il faut à tout prix une réponse militaire. Merci à vous, Jonathan Batengene. Alors, je reviens vers vous, Souleymane Hamzat. Vous avez suivi l'argumentaire de Jonathan Batengene bien avant qu'il ne réagisse. C'est le gouvernement du Centrafrique qui avait réagi au lendemain d'ailleurs de ces bombardements en rendant public un communiqué dans lequel d'ailleurs le gouvernement du Centrafrique dit avoir ouvert une enquête afin d'établir ses responsabilités. Une sortie qui jusqu'ici est quand même diversement appréciée entre ceux qui disent que clairement le gouvernement du Centrafrique s'est montré beaucoup plus courtois et d'autres, à l'instar bien sûr de M. Batengene, qui estiment qu'au regard de cette attaque militaire, on devra avoir une réponse militaire. Quel est votre avis, ou du moins votre analyse sur cette réponse attendue de la part, bien sûr, du Centrafrique? Écoutez, je vais très respectueusement vous répondre. Oui. Sur deux points d'ordre. Le premier, il sera militaire. Le deuxième, il sera politique. Pourquoi je mets le militaire avant la politique? C'est parce que ce dont est victime aujourd'hui la République de Centrafrique est un problème d'ordre purement militaire.
on ne quitte pas un pays voisin pour venir mettre à mal la sécurité d'un autre État sous prétexte qu'on serait une puissance armée, qu'on entretiendrait éventuellement des relations avec la mère coloniale patrie, n'est-ce pas, qui se permet de profiter de vous pour déstabiliser les voisins. Qui vous souviennent, puisque je parle du côté militaire, que la mort du maréchal de Dipno n'a jamais été élucidée à ce jour. Aucune enquête, ni nationale ni internationale, n'a fait preuve de ce qu'il a été ou non assassiné ou tué, ou je ne sais pas quel autre mot utilisé pour cet assassinat crapuleux. Ma foi, un assassinat crapuleux. Passé cela, je voudrais toujours m'appesantir sur le côté militaire pour vous dire que, certes, il faut une réaction non seulement prompte, rapide, précise, mais il faudrait qu'elle soit basée sur le recueil d'un certain nombre de renseignements fiables. Il ne faut pas non plus aller frapper là où il ne faut pas frapper. Là, je vous parle en tant que soldat. Avant de mener une opération, quelle qu'elle soit, vous identifiez vos cibles, vous évaluez leur capacité de réaction, éventuellement leur promptitude dans la mise en permettez-moi le terme, ça m'échappe, la mise en disponibilité opérationnelle de leurs troupes, n'est-ce pas, et éventuellement les capacités financières à assumer dans le court, moyen et long terme les envergures d'une telle opération. Prenons les deux cas. Admettons que nous frappons sur la bonne cible. Et là encore, faut-il que le renseignement centrafricain ait identifié exactement, sans hypothèse, hein, exactement, qui sont ceux qui ont été à la base n'est-ce pas, de cette opération. Quand nous prenons les guerres, les opérations qui se passent ailleurs, en dehors même du continent, je pense qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de ce genre, ou en ce genre, l'ennemi est identifié, il est localisé, et ensuite, il y a un répondant foudroyant. Je vous donne deux cas. Le cas entre guillemets, des attentats tout derniers qui ont frappé Ankara. Vous voyez que le PKK a été visé, des enquêtes ont été, n'est-ce pas, faites, les identifiants ont été retrouvés, et ensuite, la Turquie est passée à l'attaque. Il y en a d'autres. C'est le cas, par exemple, du Mali, qui identifie et certifie à la face des Nations Unies que la France finance, forme, arme et fait tout ce qu'il faut pour que le terrorisme se maintienne, n'est-ce pas, dans le Mali. Bon. Encore, faut-il qu'on puisse leur donner l'occasion de l'exprimer. Mais vous savez quelle est la témérité des autorités maliennes par rapport à apporter, du moins à apporter des preuves qui puissent permettre, n'est-ce pas, à l'opinion nationale et internationale d'être vraiment réalisée, canalisée sur les propos qu'ils tiennent. Ensuite, nous allons passer au plan politique. Et là, je viens de recevoir à l'instant, pendant que nous y sommes là, je jetais un coup d'œil, n'est-ce pas, le discours du haut en bas, n'est-ce pas, du président Touadéra, discours adressé à la nation dans lequel il dit ceci. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, nous assistons à des manœuvres, actes et propos susceptibles de compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves, à provoquer la haine du gouvernement et à enfreindre les lois de la République. Ces propos, vous le savez, sont largement publiés par les principaux membres du bloc républicain pour la défense de la Constitution et du Conseil de résistance pour la transition. Ils nomment deux groupes militaires, et c'est précis, il a bien précisé, le bloc républicain pour la défense de la Constitution, le BRDC, et le Conseil de résistance
pour la transition, le CRT. Et il continue. La seule évocation de ces associations de malfaiteurs crée la psychose dans l'opinion nationale, suscite le traumatisme, tant elle rappelle les anciennes organisations criminelles qui ont, dans un passé récent, préparé et soutenu l'avènement de la Séléka. La Séléka est partie d'où? Posons-nous la question. L'avènement de la Séléka et des anti-Balaka est le plus récent de la coalition des patriotes pour le changement. Où se trouve le président du CPC? Alors, rien que cette portion, j'ai lu tout le discours, j'ai eu le temps de le parcourir pendant que mon co-débatteur intervenait. Rien que ce fragment de ce discours qui est quand même assez long, donne déjà une orientation d'où est parti ce bordel. Il cite énormément deux groupes. Et il conclut en disant qu'il vous souvienne que des agissements de ce genre ont déjà eu lieu. Et pour rappeler à nos téléspectateurs de quoi parle le président centrafricain, il faut remonter à l'avènement des élections qu'il a portées au deuxième tour à la présidence de la République de Centrafrique et qui consistait, et là je reviens sur les propos de M. Jonathan Batengele pour l'appuyer en ce sens-là, qui consistait à permettre à la patrie coloniale de venir mettre en déroute, n'est-ce pas, le processus de paix, de développement, de quiétude et de reconquête de l'intégrité du territoire qui avait été amorcé par le président Touadéra, qui, dans le cadre de la gestion, n'est-ce pas, de cette thématique, lui a permis, n'est-ce pas, de diversifier les partenariats, ce qui n'a pas du tout plu à la France. Et vous voyez, là, dans ce discours, il est assez clair et précis. Ça veut dire quoi? Les enquêtes font leur cours. Il invite ensuite le peuple centrafricain à vaquer énormément à leurs préoccupations, à participer massivement au défilé, et nous-mêmes, au niveau de la galaxie patriotique panafricaine, et surtout pas mon co-débatteur ne me démentira, parce que sur ce point-là, nous sommes entièrement d'accord, nous invitons le peuple centrafricain à manifester, n'est-ce pas, sa joie, d'une part, pour le défilé qui va se faire certainement demain, mais d'autre part, mais son désarroi à voir que certains délinquants notoires qui sont tapis dans l'ombre, qui refusent à la République de Centrafrique de se relever, des corrompus de haut rang, à nul autre pareil, qui décident de penser d'abord à leur ventre, ceux-là que moi je nomme des ventrocrates, ceux qui ont pour politique, ceux qui ont pour, n'est-ce pas, Algérie, la politique du ventre, ceux-là qui empêchent, n'est-ce pas, le président Touadéra, grand mathématicien de son État, par des méthodes d'alchimie assez précises, de faire sortir de Centrafrique des ténèbres, ceux-là qui sont tapis dans les pays qu'on vient de vous citer, nommément, les groupes armés dont le président Touadéra fait cas, il va falloir que ce peuple-là se lève, marche aussi bien tous les jours, et s'il le faut sans autorisation, en appui avec le gouvernement centrafricain pour permettre à ce que vraiment le peuple centrafricain soit entendu par ce qu'on pourrait appeler la communauté internationale. Mais je finirai enfin en vous disant que, vous voyez, pour moi qui étais un peu perplexe par rapport à, n'est-ce pas, la capacité opérationnelle des services de renseignement centrafricains, j'ai eu tort. Je pense là que le président centrafricain détient là aujourd'hui la clé, n'est-ce pas, qu'il lui faut, comme je vous l'ai souvent dit, le renseignement est la clé du chef, il détient enfin la clé qu'il lui faut pour prendre toutes ses responsabilités. S'il refuse de les prendre, le peuple centrafricain avisera. Mais étant un admirateur sans fin du président Touadéra, je sais qu'il saura prendre dans les règles de l'art, en fonction des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution,
toutes les dispositions pour que désormais de tels actes ne se reproduisent plus. Mais enfin, il va falloir que la diplomatie s'active. Comme l'a dit mon co-débatteur sur votre plateau là-bas, il va falloir que cette diplomatie-là soit une diplomatie pas défensive, mais qu'elle soit une diplomatie offensive. Oui. Que le gouvernement centrafricain, à partir des données déjà fournies là, qui sont mis en mondovision par le président de la Centrafrique, entame un certain nombre de voyages très rapides qui puissent permettre déjà aux pays voisins de prendre leurs dispositions. Il peut s'avérer que cette opération-là ait été menée en toute clandestinité sans l'aval des autorités du pays. Oui. Qui sait? Les enquêtes à venir nous le prouveront et nous souhaiterons que plus jamais un tel désordre, un terrorisme d'État érigé en système de gouvernance et de déstabilisation de nos États puisse se poursuivre. En ce qui me concerne, le peuple centrafricain devait convier le chef de l'État et le soutenir à d'abord balayer toutes les bases militaires françaises qui se trouvent en Centrafrique. Nous nous plaignons de ça. C'est une thématique qui court tous les plateaux, n'est-ce pas, de télévision panafricaniste. Il va falloir que les décisions maintenant soient prises et surtout, je me répète encore une fois, surtout que le gouvernement centrafricain prenne une ligne idéologique droite, sincère, franche dans l'application de cette décision et arrête parfois de jouer un peu les équilibristes. Nous attendons vivement les résultats de ces différentes enquêtes diligentées par le gouvernement du Centrafrique. Avant de revenir vers vous, Jonathan Batenguene, prenons Gallo Sili qui est en ligne. Il voudrait également réagir. Bonsoir à vous, monsieur. Bienvenue. Bonsoir, monsieur Ngueni. Bonsoir à vos invités. Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs de For You. Monsieur Ngueni, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit monsieur Touadéra en demandant aux Centrafricains de vaquer à leurs occupations. Parce que c'est très grave. Comme même le dit Jean Saponou, nous sommes en guerre. Et c'est une... Quand on bombarde un pays, on ne peut pas dire aux gens de vaquer tranquillement à leurs occupations. Les Centrafricains doivent se préparer de pied ferme. Je dis bien, j'aime pas les discours qui endorment les populations. Parce que nous sommes dans cette nasse depuis plus de 70 ans. Parce qu'à chaque fois, on nous fait croire que tous ceux qui sont autour de nous, tout ce qui se passe autour de nous, c'est pour notre bien. Non. Le président Touadéra, en commençant à penser à cette constitution, troisième mandat, tout ça, ça a créé des fragilités. Et j'avais déjà appelé une fois pour dire, ces gens-là, c'est des requins. Ils ont leur plan en tête. Ils cherchent juste des alibis et des arguments. Donc ils se méfient. Au lieu de dire que vaquez tranquillement, non, ne vaquez pas tranquillement. Mettez-vous en ordre de bataille. Et quand je dis que je suis contre ce discours d'endormissement, monsieur Ngueni, voyez-vous, il y a des panélistes, et même parfois un de nos appelants, là, comment on l'appelle, qui appelle de Bujumbura, Zefel, je ne sais pas si c'est Zefel, donc, non, Delphin, qui aime souvent dire que la France est un nain politique. Quand vous dites qu'un pays est un nain politique, ça donne tendance aux gens qu'on peut s'endormir, il est inoffensif. Ce n'est pas vrai. La France est une puissance. La France est une puissance impérialiste. C'est une puissance esclavagiste. C'est le seul pays, c'est un des pays qui a des territoires sur tous les continents de cette planète. Il faut se rappeler de ça. C'est ce pays où nous parlons le français comme ça parce que nous parlons la langue des Français. Dire que ce n'est pas une puissance, que c'est un nain, ce n'est pas possible. Rappelez-vous aussi, la France est le seul pays dans le monde qui a imposé un papier, c'est-à-dire du papier fabriqué avec notre bois. Et quand ils apportent ça chez nous, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Je vous dis, c'est le seul pays dans le monde qui fait ça. Autre chose, la France est le seul pays, monsieur Ngueni. Là, tout le temps, ils passent leur temps à parler de Wagner, mais connaissez-vous ce qu'on appelle la Légion étrangère? C'est le seul pays au monde qui a intégré dans son armée une colonne de mercenaires fait pour tuer du nègre. Je vous dis, ils sont spécialisés pour tuer des noirs. Mais l'ONU accepte cela, tout le monde accepte cela. Mais vous croyez que quand un pays réussit à imposer des choses comme ça, vous pouvez appeler ce pays nain politique? Non, il faut bannir ce terme-là. Il faut savoir que nous avons en face de nous une puissance nucléaire. Un pays qui a,
qui est au Conseil de sécurité. Donc bandons tous nos muscles pour combattre ce pays-là. Vous vous rendez compte qu'on a plein de diplomates africains des pays francophones à New York. Mais chaque fois que si on tape le caillou sur la tête d'un Camerounais, il faut que c'est la France qui a écrit à l'ONU. Nous, les Camerounais, n'avons pas le droit de... Vous croyez que quand un pays arrive à faire cela, vous dites que c'est un nain politique? Non, bandons nos muscles, parce que nous sommes face à une puissance qui a vraiment du répondant. Maintenant, il y a un proverbe qui dit que quand vous faites quelque chose de trop, ça devient mauvais. Quand nous disons que nous ne savons pas qui a fait ce coup, c'est comme si nous oublions, nous faisons un excès de diplomatie. Parce que la France, avec son franc CFA, a installé les bases militaires dans tous les pays de l'Afrique centrale. Donc rien ne peut se passer dans cet espace sans l'autorisation, sans la complicité de la France. Ils ont tous les moyens techniques pour savoir les vols et tout. C'est pour ça que le président Touadéra interdisait les vols de nuit. Parce qu'il sait que dans la journée, s'ils volent, on va les voir. Mais la nuit, ils peuvent opérer. Et la preuve, voilà ce qui s'est passé. Cette opération a eu lieu la nuit. Et les États voisins sont complices. Parce qu'un avion ne peut pas survoler le Centrafrique sans que le Cameroun, le Tchad et tout soient au courant. Donc arrêtons de faire l'excès de diplomatie. Sachons seulement que Touadéra retarde. Il doit faire comme M. Goïta. Parce que Goïta va un peu vite. En 18 mois, Goïta a fait ce que Touadéra n'arrive pas à faire depuis plus de 6 ans. Il faut chasser cet ambassadeur-là. Il faut enlever les bases militaires, mettre les Centrafricains dans la rue. Ce n'est que comme ça qu'on va les bouter dehors. Assez de ces discours endormissants, allez vaquer à vos occupations. C'est faux. Mettez-vous en ordre de bataille. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous et également M. Gallo-Sely. Alors, vous vouliez réagir sur les propos de Gallo-Sely qui estime que dire aux Centrafricains de vaquer à leurs occupations est un problème. On a bien sûr à mémoire ce discours prononcé par le président Faustin Archange Touadéra, c'était à l'occasion de la célébration de l'an 64 de la proclamation de la République du Centrafrique. C'était bien sûr il y a de cela moins de 24 heures. Tout à fait. C'est pas une manière, c'est une manière de rassurer son peuple. Oui. Il n'est pas en train de leur demander d'être passifs. C'est de la communication de crise et ça s'apprend. Pour un chef d'État, il ne vient pas demander à son peuple de se lever, de commencer à courir dans tous les sens. Il faut rassurer le peuple. Et c'est ça le leader. Il est dans son rôle et il le joue très bien. Il faut demander au peuple de vaquer à ses occupations. Mais le peuple a une responsabilité politique, qui est une responsabilité historique, conscient des enjeux, conscient de la nécessité de la stabilité. Le peuple, comme l'a dit notre frère Souleymane Hamzat, je reviens vers vous dans quelques minutes, M. Batenguene. Zerfel est avec nous et également il voudrait réagir. Bonsoir à vous, M. Zerfel, bienvenue. Bonsoir, Jonathan. Je salue tous les techniciens de ProRayou. Moi, mon frère qui a appelé tout à l'heure, il a tout dit. Hein. Mais moi, je répète tout ce que je dis toujours sur ce président, qui est vraiment diplomate. Mais sa diplomatie, je ne sais pas. Quand je vois sa diplomatie, c'est comme la diplomatie du président Gbagbo. Parce que on était, ça a dit qu'on était pris par le coup avec les rebelles, mais il discutait toujours avec ces gens. Aujourd'hui, nous voici en train de pleurer tous les soirs, parce que nous, on a perdu notre pays avec tous ces étrangers, avec tout ce que chez les Français ils ont fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et quand le monsieur il est là, il a fait du bon boulot et qu'il retarde. C'est le premier président qui a allé voir Poutine. C'est lui-même qui a ouvert la route à certains présidents qui sont clairvoyants aujourd'hui. Voici le Mali qui est devant lui, qui est devant nous tous. On voit aujourd'hui ce qui se passe au Mali. Mais parce que les choses, comment le militaire et le civil, ils n'ont pas la même mentalité. C'est-à-dire que le militaire, lui, il conçut, c'est-à-dire que son arme qui est dans sa main pour se défendre. Or, le politicien, lui, c'est sa diplomatie. Et cette diplomatie, aujourd'hui, les gars n'écoutent pas cette diplomatie. Parce qu'il faut avoir la violence dans toi pour qu'on te respecte. On voit ça ici en Europe, on voit ça partout aujourd'hui.
Alors donc, moi, ce monsieur, tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, pour les Centrafricains, ce pays, ce beau pays riche, regarde ce pays-là. Regarde tous ces enfants-là. Ils ont aujourd'hui, ils ont l'espoir d'avoir un président aujourd'hui qui les rassure, mais il ne les rassure pas bien. Pourquoi ils ne traînent les pas? Pourquoi aujourd'hui, pour faire chasser un individu qui veut te tuer de ta maison, tu traînes les pas? C'est quand il va te égorger, à ce moment-là, on va commencer à pleurer, et puis ça finit sur cette terre. Donc moi, quand je vois le monsieur, c'est un bon monsieur, très intelligent, mathématicien, mais c'est-à-dire ses équations, il les met dans le tiroir et puis il avance comme ça. Moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que ça fait longtemps qu'ils traînent les pas. Et les Français sont en train de se moquer des Africains. Parce que dire à quelqu'un de quitter, parce que les Français aujourd'hui, ils étaient assis sur, comment dirais-je, de l'or. C'est-à-dire que, comment dire, des trucs aujourd'hui, on est en train de les arracher. Hein? Ce qu'ils mangeaient avec, comment dire, les yeux fermés, sans regarder de gauche à droite. Aujourd'hui, on leur dit de partir et ça ne leur plaît pas. Et ce monsieur, on veut l'éliminer à tout prix. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et lui, il est en train de les caresser dans le sang de poil. Je ne sais pas quelle diplomatie ou quelle démocratie qui veut montrer à ces gens. Si eux disent que c'est eux qui ont créé la démocratie, aussi on a eu la démocratie avant eux aussi. Donc, moi, je veux qu'il applique maintenant des choses correctes, qu'il chasse. C'est-à-dire que, attends, je ne comprends pas ce monsieur-là. Parce que tu as été le premier à voir chez Poutine. Poutine t'a secouru. Et aujourd'hui, monsieur Goïta, il t'a vu et je te commandais. Il est allé vers le monsieur aujourd'hui et il a reçu tout ce qu'il devait avoir pour tenir les choses comme son pays. Mais toi, tu as tout. Et maintenant, tu es en train de faire la diplomatie, on va tuer les gens encore. Et puis on va commencer à pleurer, on va commencer à parler sur les réseaux sociaux, on va parler dans les médias. Tout ça, ça n'a pas de sens. Arrêtez un peu. Nous sommes le dernier continent aujourd'hui où les Européens viennent faire de la merde et puis on est là en train de discuter avec eux. Dans les autres pays, là, dans les pays asiatiques, là, pourquoi ils ne vont plus là-bas maintenant? Parce qu'on les tue là-bas. On leur dit la vérité. Mais il faut que ça s'arrête maintenant. Parce que celui qui ne veut pas aider son peuple, il dépose des tabliers et puis quelqu'un va prendre. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi ce monsieur-là, il est en train de traîner ses pas. Le chef va pas tomber sur ta tête, monsieur le président. Vraiment, je m'arrête là parce que ça fait un bon moment que je n'ai pas intervenu. Je voulais lancer un appel, si vous me permettez, pour une minute, à mes frères Zimbabwe qui sont en Côte d'Ivoire. Je parle des opposants en Côte d'Ivoire. En quelques secondes, Zerfel. Excusez-moi. Je dis en quelques secondes parce qu'on va permettre à d'autres personnes de réagir. Oui, vous m'avez dit en quelques secondes. Oui. Je donne un appel à ces opposants. Aujourd'hui, le président Gbagbo, il vous a mis en rang de bataille et sorti un peu de vos, je ne sais pas si c'est des choses de luxe ou quoi, sortez un peu, allez-y vers les choses, comment les médias qui sont là comme For You, avec les médias, les autres médias, pour vous exprimer, pour que nous puissions vous écouter ce que vous voulez faire avec les Ivoiriens. Vraiment, on en a trop sur le cœur. Mais comme le temps presse, personnellement, je vais bien passer le message. Merci de m'avoir donné quelques secondes. Merci à vous, Zerfel. On va prendre cet autre appelant qui nous appelle bien sûr depuis Ngaoudéry, c'est au Cabroda. Bonsoir à vous, monsieur, bienvenue. Allô? Oui, bonsoir à vous, monsieur, bienvenue. Vous êtes en direct. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir, monsieur Jonathan. Bonsoir, merci. Je voudrais seulement augmenter aussi un peu ce que j'ai analysé là. Parce que je veux aussi que on fasse que les gens là mènent beaucoup d'enquêtes sur l'avion qui a survolé la Centrafrique. Et apparemment, il y a aussi un avion qui s'est atterri à RDC là. Motif, c'est le chauffage, parce que j'ai suivi ça dans le journal. Donc, il faut qu'on essaie de voir si les paramètres est correspondant avec les autres avions répartis en Centrafrique. Peut-être on ne sait jamais. Oui, et bon, je voulais aussi, bon, il fallait plutôt mes frères camerounais. Et je voulais aussi demander, parce que nous sommes dans un pays, seulement quand un pays est attaqué, ça veut dire que nous aussi,
mouillent l'eau sur nos têtes. Il faut que le pays qui arme le bras armé de l'étranger, là, il faut qu'il se déclare, parce que sinon, nous, on ne peut pas accepter. Ok, je vous remercie, merci beaucoup. Merci à vous et également de votre côté, du côté bien sûr de Ngaoundéré. Jean Saponou nous a également rejoint. Bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir, bonsoir frère journaliste, bonsoir technicien, bonsoir à vos invités, Jonathan et Hamza. Oui. Allez-y, monsieur Jean Saponou, vous êtes en direct, vous êtes à l'antenne. Acceptons d'écouter les interventions, les analyses et autres et cherchons à comprendre. Oui. Quelques petits problèmes de liaison avec vous, monsieur Jean Saponou. J'en espère qu'on vous aura avant, bien sûr, la fin de cette émission. Je reviens vers vous, monsieur Souleymane Hamzat. Vous avez suivi les différentes interventions de nos téléspectateurs ou alors internautes. Certains pointent du doigt jusqu'ici la diplomatie du professeur Faustin Archange Touadéra. Non, Oui, allez-y, monsieur Jean Saponou. Nous devons comprendre. Allô? Oui, allez-y. Nous vous recevons mal. C'est vrai que nous vous recevons mal à notre niveau. On a du mal vraiment à vous suivre. Mais là, ça va, mais d'abord écouter. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Allez-y. Ok, je disais que ce pays avec qui nous avons affaire, la France, c'est un pays démoniaque. Depuis la nuit des temps, leur système conçu, c'est un système démoniaque, c'est un système d'injustice. C'est un système d'injustice habillé de fausse justice, de fausse lumière, pour faire croire au monde entier que oui, c'est un pays juste. Non. En réalité, c'est un pays mauvais. C'est un pays qui ne pense que comment faire pour détruire les autres. Même si on n'a rien, on ne peut jamais penser comme ça. Même si on pense qu'on n'a rien, on a quelque chose à partager au monde entier. Même si la France n'a pas de ressources minières sur son sol, ce n'est pas de la façon dont elle doit agir avant de nourrir sa population. Et pourtant, c'est ce qui a fait. Leur intention, c'est toujours conquérir, détruire. C'est ça. Mais le temps que nous vivons, ils doivent le savoir, ils le savent très bien, je le dis souvent. Ils le savent très bien. Alors, ils ne veulent pas céder rapidement. Ils veulent faire croire que non, ils ont la maîtrise de la situation. Non. Ils vont payer tout ce qu'ils ont fait subir aux Africains. Si nous allons prendre le cas récemment de la Côte d'Ivoire, Libye, c'est comme ça. Vous voyez, est-ce un pays qui, je ne sais pas, non, on va appeler ça un pays. Monsieur Saponou. Non, c'est pas un pays. Monsieur Saponou, en 30 secondes, s'il vous plaît, allez-y rapidement. Alors, c'est pour dire que, oui. que les autorités centrafricaines soient vigilantes, qu'ils enlèvent l'amour de la France dans leur gène, dans leur ADN, parce qu'il y a certains Centrafricains qui ont toujours pensé qu'ils veulent jouer au jeu à la tromperie pour servir de base. Et surtout, nous demandons au Tchad de tout faire pour éviter ce qui se prépare. Parce qu'on veut l'utiliser pour détruire, pour semer la zizanie, pour désorganiser. C'est leur rôle. C'est pourquoi il parlait de l'historicité. Mais comme il n'y a pas le temps, nous sommes en guerre, que Dieu bénisse. Merci également à vous, messieurs. On se dirige vers la fin de cette émission. Peut-être en une minute chacun, on va vous permettre, chers panélistes, de dire un dernier mot sur la question autour, bien sûr, de la table ce soir. Avec vous, en premier, monsieur Souleymane Hamzat, vous avez suivi les différentes interventions de nos panélistes, ou du moins de ceux qui nous ont appelés en direct. Alors, certains aujourd'hui remettent en cause la diplomatie du professeur Faustin Archange Touadéra. D'autres estiment clairement qu'il devrait réagir, c'est-à-dire faire preuve d'une diplomatie beaucoup plus offensive. Alors, quel est votre mot de fin en une minute sur les avis de nos différents téléspectateurs? Écoutez, les téléspectateurs ont d'une part raison, parce que leur réaction est pêchée sur le vif. Mais attention, la gestion d'un État, la gestion sécuritaire d'un pays ne répond pas à ce genre de promptitude. Il faut des preuves, il faut des allégations fermes sur la base desquelles le régime pourrait s'asseoir pour prendre des dispositions opérationnelles.
on ne se lève pas à tout va pour entrer en guerre contre un pays ou un autre. Et je voudrais répondre surtout au premier, non, au deuxième téléspectateur qui disait, intervenant qui disait que, bon, voilà, c'est un pays en guerre. Il faut arrêter de faire croire au peuple que, voilà, il faut vaquer à ses préoccupations. S'ils ne veulent pas que le peuple vaque à ses préoccupations, ils veulent que le peuple se transforme en une milice nationale. Est-ce qu'elle a été formée? Est-ce que cette population a été formée pour? Posons-nous les vraies questions. Les questions liées à la sécurité de l'État sont des questions délicates. Donc, je souhaiterais que nous sachions raison garder. N'est-ce pas? Il y a des enquêtes qui sont en cours. Le président Touadéra vient de lancer quelques esquisses à travers son discours, n'est-ce pas, de l'État à la nation. Donc, permettons-lui le temps, n'est-ce pas, de s'affirmer par la suite et de voir quelles seront les dispositions qui seront prises au niveau, n'est-ce pas, de l'État centrafricain, et plus particulièrement au niveau des FACA. Mais un petit bémol, n'oublions pas avant de chuter complètement, la réaction du camp qui a été bombardé, et il a dit, dans ce cas-là se trouvaient des instructeurs russes. Mais il y a aussi la réaction de l'État russe qui est attendue. Donc j'invite tout le monde au calme, faisons dans le calme la sérénité, mais surtout, croyez-moi, le président centrafricain saura prendre en son temps les résolutions adéquates pour mettre un terme à ce genre de vacarme. Merci à vous. Merci à mon co-débat. Merci à vous, merci à Foyu Média, merci à l'Afrique. Merci également à vous, Monsieur Hamzat. Jonathan Martin-Guéné, votre mot de fin sur la thématique. C'est le peuple centrafricain, nous voulions renchérir là-dessus, qui doit prendre ses responsabilités et apporter son soutien à l'action militaire. Et partout où les Centrafricains sont, ils sont des acteurs de leur défense nationale. Il faut une sécurité populaire qui soit assurée par chaque Centrafricain dans un élan de citoyenneté. Ils doivent être responsables et informer le gouvernement de ce qui se passe. Ils doivent au-delà manifester leur soutien aux forces de l'ordre. Ils doivent manifester leur mécontentement chaque fois que les autorités, que les militaires sont attaqués. Et c'est le moment pour eux de manifester ce mécontentement contre la junte française. Ils doivent sortir dans les rues et occuper les rues pour montrer leur mécontentement. C'est avec ce soutien populaire que le président Touadéra pourra réaliser à terme la sécurisation totale du Centrafrique. Nous sommes d'accord avec toutes les propositions de notre débatteur, le frère Souleymane Hamzat, et nous demandons au peuple centrafricain de prendre ses responsabilités, désavouer et dénoncer tous les responsables de ce chaos, M. Bolingumba, Mme Darlan et tous les autres. Dénoncez-les, sortez dans les rues, manifestez, montrez votre soutien au président Touadéra et allez-y vers l'ambassade de France, montrez votre soutien au président Touadéra en dénonçant son action avec cette complicité sur l'attaque de la base des FACA. C'est le peuple centrafricain maintenant qui doit jouer son rôle. Et nous sommes en train d'entrer dans le mois de décembre, un mois tout à fait crucial. La réécriture de la Constitution, il y aura le référendum. Il faut que ce peuple commence à montrer qu'il est d'accord. Notre frère a dit tout à l'heure qu'il parlait d'un troisième mandat. Non, au Centrafrique, on ne parle pas d'un troisième mandat. On parle de la réécriture de la Constitution dans le cadre de la normalisation de l'État du Centrafrique. Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Merci à vous, Jonathan Martin-Guéné. Merci également à Souleymane Hamzat. Sans oublier, bien sûr, ces nombreux intervenants. Le standard a pratiquement explosé. On ne peut malheureusement pas prendre tout le monde. On se donne rendez-vous demain, vendredi, pour la deuxième édition, bien sûr, du point sur l'actualité du mois de décembre. Bye bye, portez-vous bien.